Mes chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Regard croisé. Ce soir, nous avons comme thématique l'intelligence artificielle, miracle du progrès ou piège de la paresse intellectuelle. Génératrice de créativité ou danger pour l'emploi en Afrique, entre menaces et promesses, le débat est ouvert ce soir. J'ai l'honneur d'accueillir Mohamed El Hadrami Khalil, ingénieur, entrepreneur, fondateur de Matter IT Mauritanie, à travers des projets comme l'Aube numérique et le passeport AI. Il œuvre à rendre l'intelligence artificielle accessible et utile pour l'innovation en Mauritanie. Il fait partie de ces jeunes leaders africains qui croient au potentiel de l'intelligence artificielle pour transformer nos sociétés. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ce soir. L'honneur est partagé et merci pour votre invitation sur cette thématique qui me tient à cœur et qui est de notre mission déjà de vulgarisation de l'intelligence artificielle en Mauritanie. Alors, très bien. Alors, pour commencer simple, qu'est-ce que c'est que concrètement l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un ensemble de systèmes informatiques très complexes. Avant de parler exactement d'intelligence artificielle, il faudra décatégoriser. Il faudra savoir qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. Mais en globalité, l'intelligence artificielle est un système d'algorithmes complexes, de langage informatique complexe, c'est un système neuronal multicouche complexe aussi, et utilise surtout les machine learning, dont le deep learning et autres méthodes d'apprentissage automatique. Alors, peut-on dire que l'intelligence artificielle pense ou reproduit-elle tout simplement ce qu'on lui donne? En fait, l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, utilise ce système d'apprentissage automatique, le machine learning. Il y a deux types de machine learning. Il y a le premier type où on apprend à la machine détail par détail ce qu'elle doit faire. Si on vous demande telle question, vous répondez par telle réponse. Et il y a ce qu'on appelle le deep learning. C'est une deuxième catégorie un peu plus poussée d'intelligence artificielle qui apprend et qui pense. Cette méthode utilise des couches de systèmes neuronaux complexes qui ont été conçues pour elle, pas au niveau humain, mais de multiples couches de systèmes neuronaux. Et là, elle pense, elle prévoit, elle prédit les prochains mots. Elle apprend plus de nous pour pouvoir donner une réponse mieux adaptée. On alimente l'intelligence artificielle, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Absolument. C'est nous qui l'alimentons. Absolument. Et en fonction de ce qu'on lui donne, elle nous propose. Absolument. D'accord. Alors, dans quel but précis de base l'intelligence artificielle a-t-elle été conçue? Le but de base de l'intelligence artificielle a été conçu dans les années 1958. 1958, et c'était pour supporter l'automatisation, le travail répétitif et surtout le travail de calcul à une vitesse que nous, personnellement, humains, ne pouvons pas exécuter. Et ça a été la base fondatrice de l'intelligence artificielle. Et puis, ça a eu un arrêt, car les puces à l'époque et les systèmes informatiques hardware à l'époque n'avaient pas la capacité de supporter ce système. Mais dans les années 2000, avec le Big Bang informatique, 2010, ça a commencé à reprendre son cours. Mais de base, ça a été créé comme un supercalculateur. Alors, la plupart des personnes pensent que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle intelligence. Mais d'après ce que vous venez de dire, elle existait bien avant. Mais on vient tout juste de se familiariser avec elle à travers les ChatGPT, les Gemini. Mais il y avait déjà un prototype ou une intelligence artificielle existante qui n'est pas ces ChatGPT, Gemini, etc. Oui, il y a une intelligence artificielle qui est comme ChatGPT à un niveau excessivement faible, qui était dans les années 80, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle pas exactement du nom de logiciel, mais ça avait le même principe, c'était imiter l'interaction humaine. Vous lui posez des questions, elle vous répondait, vous la saluez, elle vous répondait, vous essayez de parler. Et là, je vous parle de l'époque où les ordinateurs étaient grands. C'était pas aujourd'hui, c'était dans les années 70-80.
Et c'était la première, en fait, agent basé sur l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, est-ce que le grand public comprend réellement ce que c'est que l'intelligence artificielle ou il l'utilise vraiment sans maîtrise? Actuellement et dans nos jours, en Afrique et en Mauritanie, le grand public sait que ça existe, mais ne sait pas qu'il utilise chaque jour sans le savoir. En fait, l'intelligence artificielle est partout, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans les réseaux sociaux qu'on utilise, dans les navigateurs web qu'on utilise. Chaque jour, on l'utilise. Prenons l'exemple de Netflix. L'algorithme derrière, alimenté par l'intelligence artificielle, qui nous suggère les films ou les séries qu'on doit regarder, et c'est une intelligence artificielle. On l'utilise sans le savoir. Pareil pour Facebook, pour LinkedIn, pour YouTube et pour tous les autres canaux de communication. Elle est partout, on l'utilise sans savoir qu'on l'utilise. Et on l'utilise mal des fois. On l'utilise mal des fois. C'est pour cela même que Matter IT a pris cette initiative en main, d'essayer de vulgariser en fait cette intelligence artificielle en Mauritanie et en Afrique. Alors, vu que l'IA se nourrit des données personnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que cela implique réellement pour nous de savoir que nos données sont utilisées, que nous dépendons ou que on peut utiliser le mot dépendre de l'intelligence artificielle en lui demandant un service, alors que nous sommes les personnes qui donnent ces informations à cette intelligence-là, justement. Le fait d'alimenter ces informations, toutes nos informations, nous les donnons en fait. Nous les donnons gratuitement et nous alimentons ces super intelligences, ces intelligences artificielles avec nos données personnelles. Cela cause en fait un manque de souveraineté numérique pour tous les pays africains. Nous donnons des informations personnelles, nous donnons des informations privées, des fois même des informations qui doivent être catégorisées secrètes, à des superpuissances internationaux en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Nous ne sommes plus maîtres de nos propres informations et nous ne sommes plus souverains numériques. Et cela tous les pays africains doivent avoir leurs propres serveurs là où stocker ces informations, car nous sommes en train de perdre notre souveraineté numérique. D'accord. Alors, nous dépendons beaucoup, ou l'IA, elle simplifie nos vies, hein, mais à force, ne risquons-nous pas de perdre nos propres capacités de réflexion? Parce qu'on peut dire à IA ou on peut dire à ChatGPT, autant pour moi, ou à Gemini, crée ce logo pour moi, crée cette image pour moi, crée ce texte pour moi, et on n'a plus cette capacité de réflexion qu'on avait avant, parce qu'on tend vers la facilité. Donc, absolument. Dans ce point, tout revient sur son utilisation. L'intelligence artificielle, ou ChatGPT, Gemini et autres agents, doivent être utilisés de façon éthique, de façon correcte. Au lieu de lui demander « écris-moi cette demande » ou « fais-moi ça », il vaut mieux lui demander « apprends-moi à le faire ». Comme ça, on gagne en connaissance, on ne perd pas de notre capacité cognitive. Malheureusement, nous ne sommes pas bien formés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, car c'est une thématique complète. Il y a le prompt engineering, il y a le reverse engineering, il y a beaucoup de façons d'utiliser réellement l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que le prompt? C'est en fait, pour avoir une réponse réelle, correcte, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est global. Ce n'est pas mauritanien, c'est international. Si vous ne la promptez pas, ça veut dire la diriger correctement avec toutes les informations dont elle a besoin pour qu'elle puisse vous donner la meilleure réponse, elle vous donnera une mauvaise réponse. C'est quelque part une manière de réfléchir, hein? C'est une manière de bien poser la question, une manière de donner un ordre de façon correcte, pas globale, ciblée, et tout en sachant que ça revient encore sur l'information qu'on lui donne. Et c'est quelque chose qu'on apprend ou quelque chose qu'on acquiert avec le temps? Absolument, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a des formations sur ça. Nous-mêmes faisons des formations sur notre initiative sur ça,
sur la bonne utilisation des outils. En fait, c'est des outils d'intelligence artificielle. Et ça doit être dans les missions de chaque gouvernement, de chaque entreprise qui a cette thématique à cœur, d'apprendre à tout le monde comment bien utiliser ces outils et vulgariser ce domaine. Alors, est-ce que l'IA change déjà notre manière de travailler, d'apprendre ou Oui, on a vu des cas où l'IA change drastiquement, totalement notre capacité d'apprendre, notre capacité de travailler en mieux des fois et en pire des fois. Et encore, tout revient à l'utilisation, comment vous l'utilisez. Vous pouvez soit l'apprendre en tant que copilote, un assistant, et c'est pour ça qu'elle a été développée de base. Ne jamais lui laisser les rênes, ne jamais la mettre en tant que pilote de base. C'est un assistant. Et ne jamais prendre une réponse définitive. Toujours la contredire, avoir multiples réponses et prendre la décision vous-même. Mais l'IA, c'est aussi, par exemple, avec ChatGPT, elle est toujours d'accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on veut. Et c'est comme par exemple, tu lui dis cette lettre, que penses-tu de cette lettre? Elle va te dire c'est génial, très bien écrite, mais Parce que vous n'avez pas bien prompté la question. Si vous lui demandez tout simplement que pensez-vous de cette lettre, elle va vous dire c'est bien, parce qu'elle va toujours être positive. Et ça, c'est dans les algorithmes de base, les scripts de base. Elle doit être positive. Conçue pour être positive. Voilà. Mais quand vous la promptez de façon correcte, vous n'allez pas lui poser la question est-ce que c'est bien, mais lui demander de relever les imperfections dans cette lettre. Et là, elle va relever parce que c'est la commande qui lui a été envoyée. La façon de parler, la façon de demander change le tout. D'accord, très bien. Alors, avez-vous déjà vu des exemples concrets où l'intelligence artificielle affaiblit plutôt que ne renforce l'intelligence humaine? Absolument. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis il n'y a pas très longtemps sur le domaine IA et santé. Cette étude a relevé que 26, si je me rappelle, 26% de résultats d'analyse qui ont été traités avec l'intelligence artificielle sont meilleurs que ceux qui n'ont pas été traités avec l'intelligence artificielle après l'utilisation de base. Ça veut dire que le docteur, quand il a commencé à utiliser l'intelligence artificielle, on va dire un mois, tout ce mois, il a un résultat supérieur de 26%. Après l'utilisation, il est retombé à 26%, inférieur au résultat de base. Ça veut dire que l'utilisation de cet outil a réduit ses capacités personnelles à bien déterminer les analyses reçues. Il a trop basé, en fait. Il s'est trop basé sur l'intelligence artificielle. Donc ça affaiblit ses... Des fois, encore, tout revient sur l'utilisation. Si le docteur prenait note et lui-même étudiait avec elle, car oui, c'est un super ordinateur qui peut vous apprendre beaucoup. Il va vous donner toutes les informations, vous apprenez ces informations. De même s'il ne vous les donne pas, vous savez d'où il a retiré toutes ces informations et vous pouvez les faire personnellement. Mais si vous lui demandez juste l'analyse, il va vous donner tout simplement l'analyse et vous allez être faible, disons, à analyser vous-même, car vous êtes déposé à l'intelligence artificielle. Vous attendez une réponse d'elle. Quelque part, en étant beaucoup trop habitués à l'IA, ne doutons-nous pas parfois de nos propres capacités de réflexion jusqu'à aller dire c'est IA donc elle a raison, moi je suis... peut-être que moi j'ai tort, alors que nous alimentons cette intelligence. Absolument, absolument. On a déjà vu des cas, et c'est partout. Des fois, vous écrivez un article complet qui est magnifique, mais vous doutez de vous-même. Vous lui envoyez et vous attendez une réponse d'elle pour une confirmation. Alors là, vous êtes devenu l'esclave de cette intelligence artificielle, et non le contraire. Normalement, elle doit recueillir les informations pour vous, vous supporter, mais la décision finale, l'article final, ça doit venir de vous. Mais si vous prenez toute information d'elle, vous perdez en capacité cognitive, vous n'arriverez plus à gérer de vous-même. Si vous avez une coupure d'intelligence artificielle, vous chutez. Alors, comment trouver le juste équilibre? Utiliser l'IA comme allié sans devenir esclave? Il y a l'option AI on-off qui est utilisée aux États-Unis. C'est
10 minutes avec l'intelligence artificielle et 10 minutes sans l'intelligence artificielle. Ou 1 heure ou 2 heures avec ou sans. Ne jamais être eye on tout le temps. Avoir vos propres réflexions, vos propres documents faits par vous-même, avec votre touche personnelle. Et quand j'utilise l'intelligence artificielle ou les outils, tout ce qu'elle me donnera, je dois savoir qu'elle n'a pas le dernier mot dessus. Il faut y avoir une touche personnelle. Et là, vous pouvez l'utiliser et ne pas l'utiliser, mais pas tout le temps l'utiliser et ne pas se baser sur ses réponses tout le temps, comme si c'était elle qui avait raison. Car elle fait des erreurs, elle fait beaucoup d'erreurs en fait. Alors, on sait que l'intelligence artificielle, c'est écrire, c'est peindre, c'est même composer des musiques. Est-ce qu'elle enrichit la créativité humaine ou elle la remplace tout simplement? Peut-on vraiment parler de créativité quand c'est l'IA même qui propose? En fait, elle ne peut pas remplacer la réelle créativité humaine, car la touche humaine reste là. La touche culturelle, la touche... par exemple, quand on fait quelque chose en Mauritanie, on a une touche linguistique. On a du Poulard, du Soninké, on a du Hassaniya, du Bambara, c'est des touches personnelles mauritaniennes. On a des couleurs, des sons. On a une touche personnelle qui change le tout, en fait. L'IA n'a pas cette capacité. Elle a une capacité globale. Elle peut faire des suggestions. Elle peut vous supporter avec beaucoup de matériel. Mais elle n'aura jamais... Elle n'a pas d'âme. Et sans d'âme, il n'y a pas d'art. Il y a toujours une touche humaine qui est nécessaire. Et c'est une des touches qui est quasiment irremplaçable par l'intelligence artificielle. Oui, d'accord. Alors, grandir avec des outils comme ChatGPT, c'est aussi grandir avec une bibliothèque infinie à portée de main. Est-ce un atout éducatif ou un risque d'assistanat? C'est les deux en fait. C'est comment encore, je reviens, car c'est très important, grandir avec une bibliothèque sans l'utiliser correctement. C'est perdre de ses valeurs, c'est perdre de son intelligence. Mais si vous l'utilisez correctement, vous allez vous augmenter encore mieux que les autres, vous allez apprendre plus. Car prenons l'exemple d'un cours. Un professeur d'université peut vous donner un cours complet. Et ce cours, une intelligence artificielle peut vous donner un meilleur cours. Mais si vous lui demandez de vous rédiger une dissertation, là, vous l'avez mal utilisé. Et demain, quand vous aurez à le faire vous-même, vous n'allez plus avoir la capacité de le faire parce que vous n'avez plus la capacité de créer, d'innover, de raisonner correctement. Vous avez tout perdu parce que vous êtes trop attaché à l'intelligence artificielle. Alors, un conseil pour toute une nouvelle génération qui grandit avec les outils d'intelligence artificielle, c'est qu'ils doivent être bien formés à leur utilisation et savoir que c'est un assistant. Ne jamais lui laisser le dernier mot, ne jamais lui laisser les rênes. Car si vous le faites, vous perdez en capacité intellectuelle. D'accord. Alors parlons un peu de l'intelligence artificielle et de l'employabilité en Afrique. Alors quels sont les secteurs, autant pour moi africains, les plus menacés par l'intelligence artificielle, selon vous? En fait, en globalité, comme en Afrique, les secteurs les plus touchés par l'intelligence artificielle sont les secteurs de répétition et d'automatisation. C'est en fait le fait d'avoir un travail qui est répétitif. Faire des labels ou labeller des documents ou gérer un truc qui est tout le temps répétitif, et ça, l'intelligence artificielle peut le gérer facilement. Et ce travail disparaîtra d'ici 2030. Il y a beaucoup d'autres exemples de travail que les machines learning qui peuvent apprendre à refaire encore mieux que l'humain disparaîtront. Mais disparaîtront en quelle mesure? Car oui, ils disparaissent, mais vont encore créer d'autres emplois. Car ces personnes qui vont reprogrammer ces machines vont lui apprendre à faire ce travail. Là, c'est du travail qui existe. Mais comme je vous l'avais dit, si l'Afrique est utilisatrice d'intelligence artificielle, l'Afrique perdra de sa souveraineté numérique, perdra du travail pour la jeunesse. Mais si l'Afrique commence avec des politiques claires et des missions de vulgarisation, de formation sur les outils d'intelligence artificielle,
l'Afrique gagnera. Et là, ce sera un dévié magnifique pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique comprenne alors. Absolument. Alors, doit-on craindre que les emplois accessibles aux jeunes Africains soient les premiers à disparaître? L'Afrique sera le dernier continent touché. Par l'intelligence artificielle. Oui, parce que la majorité du travail africain, c'est un travail manuel, un travail physique, qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle, mais par long coût. Mais là, c'est encore plus cher avec l'intelligence artificielle que chez nous en Afrique. Il y a beaucoup de travail qui est manuel, qui ne va pas changer de nos jours, mais qui a déjà commencé à changer en Asie, surtout l'Asie et les États-Unis. Il y a beaucoup de travail qui ont été balayés et remplacés. Des assistants, par exemple, personnels, des assistants médicaux qui ont disparu, des travaux qui n'existent plus en Asie, des gestionnaires, des secrétaires même. Il y a des travaux de secrétariat qui a disparu d'Asie. Il n'existe plus, ça a été pris par l'intelligence artificielle. On est les derniers à être touchés, mais ça viendra. Si on n'est pas prêt pour ça, ça viendra et ça fera mal. On commence à voir par exemple, je suis journaliste, donc on commence à voir des robots qui arrivent à faire le journal, qui arrivent. Doit-on nous aussi craindre de perdre d'une manière ou d'une autre nos emplois? Dans le domaine du journalisme, je vous dis un truc clair, ça existe déjà les clones. Les clones AI. On peut aujourd'hui prendre un scan de vous complet et générer votre clone. Vous créer un prompt et générer de la voix et faire ce qu'on veut. C'est ce qui est utilisé malheureusement pour les deepfakes, on les appelle. On prend le visage d'une personne, on prend ses cordes vocaux et on lui fait dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que oui, le domaine du journalisme est une cible. C'est une cible de l'intelligence artificielle, mais pas de manière prédominante, surtout pas en Afrique. Mais encore, si les journalistes savent comment utiliser ces outils, à la place de vous remplacer, peut-être que c'est vous qui allez créer votre propre clone et vous reposer à la maison et le gérer de loin. Pourquoi pas? Ouais, possible. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut malgré tout créer de nouvelles opportunités en Afrique? Absolument, absolument. Si l'Afrique commence aujourd'hui avec des politiques claires, des initiatives d'intelligence artificielle, et que les gouvernements africains travaillent ensemble pour faire de ça un levier, on a une grande chance de faire de l'intelligence artificielle un levier et la démocratiser en Afrique et être souverain de nos propres données. C'est faisable, ce n'est pas excessivement dur, mais les gouvernements doivent travailler dessus, le privé doit travailler dessus, les initiatives sont importantes dans ce domaine. Alors, ne serait-il pas une forme de dépendance passer de l'aide de l'IA à forcément, comment dire ça, à être forcément dans cette optique de vraiment comprendre l'IA pour pouvoir avancer et ne pas être laissé de côté, une forme de dépendance? À l'époque, dans l'informatique de l'époque, avant l'informatique, tout était sous papier. Je me rappelle moi-même en 2013, dans une entreprise informatique en Mauritanie, on essayait d'aller à gauche, à droite pour essayer de digitaliser les bases de données. Et quand on voyait quelqu'un, on lui expliquait l'importance et notre vision à long terme pour ça, qu'il vaut mieux le faire aujourd'hui, car ça viendra. C'est une obligation, ça viendra. Tout le monde nous disait non. J'ai un papier, un stylo, je fais mes comptes, je fais mes bases de données. Et aujourd'hui, c'est une obligation. Toutes les épiceries en système informatique, toutes les banques en ont, tout le monde a une base de données digitale et c'est une obligation. L'intelligence artificielle sera une obligation. Il vaut mieux s'y préparer qu'attendre la dernière minute et tomber en dernier de la liste. Ça viendra et c'est une obligation. Alors, c'est bien. Donc, quelles compétences les jeunes Africains doivent-ils absolument développer pour rester compétitifs face à l'intelligence artificielle? Les jeunes Africains doivent travailler surtout les aspects utilisés par les intelligences artificielles. On peut dire que côté technique, il y a des langages comme Python, de l'algorithmique et autres, qui est technique, utilisé. C'est bien de s'expertiser là-dessus.
c'est possible, et non, si ce n'est pas possible, il y a des outils qui vous aident à créer des systèmes neuronaux multiples couches qui sont accessibles, qui vous aident à créer des automatisations. Et tout ça sans aucun code. Mais il faut encore se former dessus. Et cette mission doit être créer des filières, des cours, des formations. Absolument. Des formations dessus. Il y a des formations non-code comme celles qu'on propose actuellement au passeport AE. Oui. Et il y a des formations avec codage que les universités proposent. Qu'est-ce que c'est que le passeport AE concrètement? Le passeport AE est une initiative développée et portée par Mater IT Mauritanie et ses partenaires. Pour objectif global de vulgariser l'intelligence artificielle en Mauritanie, cela veut dire expliquer la réalité des faits, faire comprendre à tout le monde c'est quoi l'intelligence artificielle, comment travailler avec l'intelligence artificielle plus que travailler contre l'intelligence artificielle, car c'est un fait qui viendra. Elle a aussi une autre mission, et cette mission est de former sur les outils d'intelligence artificielle les professionnels et la jeunesse mauritanienne. On s'est donné cette mission qui s'est lancée le 16 août par une table ronde inaugurative avec 3 panels d'experts qui ont commencé la mission de vulgarisation de cette intelligence artificielle dans plusieurs domaines différents, dans la finance, santé et autres. On continuera avec un atelier préparatoire, un atelier pratique pour démontrer et apprendre aux gens comment utiliser les outils d'intelligence artificielle sans code. Comme ça, ils peuvent développer leurs skills pour ne pas être loin de l'intelligence artificielle. Après, on a un forum international de vulgarisation avec des experts internationaux, des experts de l'intelligence artificielle qui seront présents avec nous en Mauritanie pour parler et démystifier ensemble et vulgariser cette thématique pour la Mauritanie. C'est important car on ne doit pas attendre 2030 avec l'arrivée des AGI, on doit être prêt avant. Puis en plus, on a une formation de 200 personnes, encore sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, des chatbots, les auto-ML, l'automatisation, tout. On essaie vraiment de créer tout un parcours dont la Mauritanie a besoin. Très bien. Alors, nous allons clore. Alors, la dernière question. Dans 10 ou 15 ans, voyez-vous l'IA comme une prouesse qui transformera positivement l'Afrique ou comme une dépendance qui aggravera sa fragilité? D'ici 10 à 15 ans, nous sommes encore dans des modèles d'intelligence artificielle faibles, dites faibles. Nous ne sommes pas encore passés à l'AGI. Nous ne sommes pas encore passés à la ASI, Artificial Super Intelligence, AGI, Artificial General Intelligence. Ces deux méthodes d'intelligence artificielle, c'est des méthodes très poussées qui pourront vraiment penser. Et là, c'est encore un fait scientifique, c'est de la recherche scientifique côté international. Mais les scientifiques parlent de 2030. Là, on est encore dans un modèle faible. Si nous loupons le train aujourd'hui, nous allons être esclaves de cette intelligence artificielle. Mais si nous commençons à nous préparer et que les gouvernements, surtout les gouvernements, commencent à mettre des politiques claires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, commencer à faire de la vulgarisation, commencer à former la jeunesse africaine, quand ces super intelligences artificielles viendront, nous serons prêts. Sinon, on est perdu dans ce domaine. Alors, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour cet éclairage, pour cette vulgarisation sur la thématique intelligence artificielle. Alors, merci chers téléspectateurs, l'intelligence artificielle ne sera jamais humaine, mais quand on arrivera à l'apprivoiser, je pense qu'elle sera en plus et que nous pourrons être sur la même longueur d'onde et avancer avec elle. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.